C'est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. L'esclavage a fait 17 millions de morts pendant plus de 400 ans. Pour Alain Foy, c'est très bien de faire des lois mémorielles, mais chasser les fantômes de la traite transatlantique, c'est une autre histoire. L'écrivain, philosophe et dramaturge est notre invité au lendemain de la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Bonsoir Alain Foy. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur des livres que l'on va voir, Toussaint l'ouverture. Et puis Jesse Owens, 2 livres parus aux éditions Folio. Biographie, on va commencer évidemment avec ça. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Vous nous parlerez tout à l'heure du Brésil. On va comprendre pourquoi. Commençons à la fois par Toussaint l'ouverture. Esclave affranchi, on pourrait dire héros haïtien, père fondateur même de la première République noire indépendante au monde. Est-ce que la situation actuelle en Haïti s'explique, selon vous, en partie par le legs de l'esclavage ? Évidemment, oui, et surtout par le fait qu'il a obtenu en fait la libération des esclaves en 1793, c'était 23 août 1793, en forçant l'envoyé de la Convention, Sonthonax, à abolir l'esclavage sous peine d'être conquis par les Anglais, les Espagnols et également les colons qui ne désiraient pas que la République règne à Saint-Domingue. Et lui, il est arrivé, il a forcé donc Sonthonax à déclarer l'abolition de l'esclavage, qui a dû être accordé par la Convention le 4 février 1794. Et donc, la première abolition de l'esclavage en 1794, mais Napoléon rétablit l'esclavage en 1782. Voilà. Problème à ce moment-là, parce que Toussaint l'ouverture s'oppose et finit par vaincre les troupes napoléoniennes. À partir de ce moment-là, il y a un blocus d'Haïti, parce que il y a une grande peur que cette révolution haïtienne aille l'effet domino, ouais. Vers les autres îles, comme par exemple la Jamaïque ou autres. Donc il y a peur de contagion. Et on demande à ce moment-là à Haïti d'indemniser les colons. Et à ce moment-là, donc il y a une dette haïtienne qui va peser jusqu'en 2000, quelque chose comme ça. Cette dette-là est énorme et a empêché Haïti de se développer. Je crois que le New York Times a fait une étude en disant que finalement, Haïti, si elle n'avait pas à payer cette dette et les intérêts de la dette, aurait gagné 25 milliards de dollars. Ouais, forcément. Donc, on n'aurait pas eu le même Haïti. On imagine la suite. On n'aurait pas eu le même pays aujourd'hui. Et on sait qu'Haïti a hélas sombré dans la terreur avec ses gangs qui contrôlent de pans entiers du pays et de Port-au-Prince notamment. Le deuxième livre, et ensuite on verra quel est votre regard sur la manière dont on parle aujourd'hui de l'esclavage avec ses dates de commémoration, pas plus tard qu'hier. Jeux Olympiques d'été 1936. Adolf Hitler, côte à côte avec ce grand athlète Jesse Owens qui va gagner 4 médailles et qui va au fond terrasser non seulement ses adversaires sur le plan sportif, mais aussi toute l'idéologie et toute la propagande du régime nazi. Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter ce destin hors norme ? J'étais athlète amateur, j'étais un athlète depuis longtemps, je me suis toujours intéressé à l'athlétisme et en général tout ce qui concerne le geste sportif et chorégraphique. Et donc, évidemment, vous êtes metteur en scène. Hein. Et ça faisait partie de mon monde. Mais il s'est trouvé que c'est Gallimard qui m'a commandé cet ouvrage. Donc on voit cette image entrer dans l'histoire. Voilà, hein. J'ai plongé dedans. En fait, ce qui apparaît clairement, c'est qu'effectivement, il y avait une nécessité de raconter cette histoire. Bon, il y avait les Jeux Olympiques, mais il est important aussi, j'entends dire que les Jeux Olympiques n'ont jamais été des Jeux politiques. Mais non, ça a d'abord été politique. Et l'action de Jesse Owens, même malgré lui, fut politique. Et il y a eu des grands débats sur, aller ou pas
faire les Jeux Olympiques? Est-ce que nous allions Cautionner. Donc ces jeux qui n'étaient pas au départ donnés à Hitler, parce qu'en fait Hitler n'était pas encore au pouvoir lorsque les jeux ont été attribués à Berlin. Mais bon, il s'est trouvé que c'était comme ça, et au départ d'ailleurs Hitler n'en voulait pas des jeux. Pourquoi? Parce qu'il disait, oui, c'est un jeu avec des métèques, des Noirs, des Juifs qui vont arriver à Berlin. Et peu à peu, il a quand même compris que ça pouvait être quelque chose qui allait montrer la supériorité de la race aryenne, comme on disait autrefois. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Et non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. L'Allemand finira deuxième sur le podium, un Japonais troisième, et donc Jesse Owens. Juste parce qu'on parle d'esclavage, le retour aux États-Unis, alors ça ne change rien. L'Allemagne nazie est vivement critiquée. Il retourne aux États-Unis, il y a la ségrégation. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a un noir dont le père est quasiment un demi-serf. Enfin, c'était un cerf. Voilà. Et son grand-père était esclave. Qui a vécu dans la misère, qui s'en sort par le sport et qui se découvre être un grand athlète. Et bon, alors lui, il veut aller à Berlin, et puis il faut pas oublier qu'il veut aussi défendre les Juifs. Voilà. Donc il y a cette idée-là, mais il y a une partie des Noirs qui disent attendez, il y a un problème parce que nous on est quand même discriminés aux États-Unis et on va aller combattre les Allemands qui discriminent les Juifs. Et il y a eu un vrai problème à ce niveau-là. Mais ça s'est fait quand même. Au final, il faut lire l'histoire que je raconte, cette biographie, pour comprendre effectivement que c'est assez compliqué. Et il faut la lire. Il faut lire aussi l'un de vos précédents livres, Histoire de l'esclavage racontée à Marianne, histoire au pluriel, donc histoire racontée à Marianne. C'est à ce moment-là que vous suscitez une réflexion en disant les lois, les dates commémoratives, c'est bien, il en faut, hein, vous ne contestez pas, mais vous dites chasser les fantômes de cette période sombre de l'histoire, c'est autre chose. Oui, parce qu'en réalité, le repentir, c'est bien. Mais bon, si ce sont uniquement des larmes de crocodile, c'est pas suffisant, je pense. Qu'est-ce qu'il faut faire, effectivement? Parce qu'il y a des fantômes qui sont cachés quelque part. Ces fantômes, on les oublie et d'une certaine façon, il y en a qui apparaissent, mais on ne comprend pas d'où ils viennent. Et ils apparaissent quand même sur des peaux brunes. Vous voyez? Et donc, les Noirs portent encore je dirais, cet impôt de la couleur qui a été construit en fait, à partir du fait que l'esclavage a été, à un moment donné, à partir grosso modo du XVIe siècle, vraiment orienté sur l'esclavage des Noirs. Un impôt de la couleur, dites-vous. Donc, mais autrefois, l'esclavage était quelque chose de réparti tout à fait universellement, mais c'était un esclavage domestique. À partir du moment où c'est devenu un esclavage industriel, complètement axé sur le commerce triangulaire, c'est-à-dire enfin l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, on a assimilé esclaves et noirs. Et donc, on a voulu construire l'idée que le noir était fait pour l'esclavage. Et c'est là qu'apparaît vraiment le racisme qui devient théorisé par des gens comme Cuvier, par exemple, ou Arthur Gobineau, dans son fameux essai sur l'inégalité des races humaines, où on va construire l'idée que le noir est, par nature, quelqu'un lié à l'esclavage, de servile. Et ça va rester. Et ça va se développer avec la colonisation. Alors, il n'y a pas que le noir, il y a l'arabe, il y a aussi le juif qui entre là-dedans, puisqu'il y a une graduation raciale. La notion de race était autrefois une notion qui était liée aux races animales. Ou bien aux races, on disait race noble ou race paysanne. Mais c'était pas une question de génétique, c'était pas une question, voilà. Mais
dès lors qu'on a commencé à construire, notamment avec des théories comme la physiognomonie, où le visage de quelqu'un correspond à son esprit, etc., ouais, on a construit cette idée qu'il y a des races humaines. Et cette race humaine, dans cette échelle de race humaine, le noir est en bas. Ouais. Voilà. Et ça reste. Et pour enlever ça, il faut un vrai travail de l'éducation, mais pas que. Alors rappelons que s'agissant de la France, par exemple, alors les situations sont variées, y compris en Europe. Le Portugal, par exemple, ça ne fait même pas débat. Il n'y a pas d'excuse à avoir pour le Portugal. On va parler du Brésil avec Slimane. La France, donc, un crime contre l'humanité pour la France. C'est la loi Christiane Taubira du 10 mai 2001 reconnaissant comme crime contre l'humanité la traite des Noirs et l'esclavage des populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes perpétrées en Amérique et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe à partir du XVe siècle. Slimane, je me tourne vers vous. Le triste record, si l'on peut dire, 5,5 millions d'Africains déportés au XVIe siècle vers le Brésil, du XVe siècle jusqu'à 1850. C'est 40% du total des personnes, hommes, femmes, enfants, déportés. Comment ce pays sud-américain vit-il, gère-t-il ce sombre passé de l'esclavage? Rappelons le Brésil, ex-colonie portugaise. Alors, le Brésil a instauré le 13 mai comme la journée de l'abolition de l'esclavage. Le 13 mai correspond au 13 mai 1888, lorsque le Brésil a aboli l'esclavage. Le Brésil était encore un empire pour 1 an et demi, ce qui veut dire donc que les 350 ans d'esclavage au Brésil étaient d'abord une affaire portugaise. Et comme vous le disiez, des 5 empires européens qui ont recouru à l'asservissement des Africains, c'est-à-dire l'Empire britannique, le hollandais, le français, l'espagnol et le portugais, le Portugal est le pays qui manifeste le plus de réticence aujourd'hui pour ouvrir cette page de son histoire. Et comme vous le disiez, le Portugal a importé la moitié des esclaves africains. Si vous allez à Lisbonne, vous pouvez visiter un magnifique musée du diamant et de l'or. Sur tout le musée, il n'y a pas un mot, une virgule qui évoque l'esclavage au Brésil. Et pourtant, ces pierres précieuses ont été extraites du Brésil par une main-d'œuvre africaine. Alors, le Brésil, lui, a pris le taureau par les cornes dans la Constitution de 1988, qui commémore le centenaire de l'abolition de l'esclavage. Déjà, il a donné le droit de vote aux pauvres, c'est-à-dire la majorité des Noirs et des Métis. Ensuite, il y a une politique de discrimination réparatrice. C'est-à-dire qu'on a ouvert les universités aux Noirs et aux Métis, politique que Lula a développée, et du coup, il y a une élite noire urbaine qui est apparue, qui est très efficace et qui a pris en charge la réhabilitation de cet esclavage. Par exemple, il y a eu des républiques d'esclaves qui se sont enfuis, qu'on appelait les quilombos, dont celui de Palmarès. Ouais. Et son dirigeant, qui s'appelle Zumbi, a eu droit à une statue dans le centre de Rio. Mais on n'a toujours pas de véritable musée de l'esclavage au Brésil. D'une certaine manière, le combat pour cette réhabilitation continue. Mais Lula est parti à Gorée, au Sénégal. Il a présenté ses excuses et maintenant il fait une sorte de profession de foi en disant qu'il était fier d'être à la tête du Brésil, qu'il considère comme le deuxième pays noir après le Nigeria. Deuxième pays noir après le Nigeria. Alain Foy, on a l'exemple du Brésil que vous écoutiez attentivement. Il y a aussi tout ce débat qu'il y a eu sur la repentance, sur la concurrence des mémoires. Je vous vois réagir. Comment quel regard portez-vous sur ces questions-là? Alors, la question des réparations aussi, pardon. On a notamment l'Église anglicane, pas plus tard qu'hier, qui a décidé de mettre une somme d'argent importante, même si elle est insuffisante selon certains, justement pour des réparations. Alors, on ne répare pas le passé. On répare ce qui reste du passé, c'est-à-dire... voilà, je parlais de l'impôt de la couleur, je parlais de ça, c'est ça qu'on doit réparer. Ouais. Et bon, la question de l'argent est importante, mais aussi la question de l'avenir, de l'éducation des enfants, etc. L'accès au droit, à l'éducation, etc. Ouais. Mais aussi, par exemple, arrêter d'enfermer les gens dans un ghetto. Dans le 9-3 ou ailleurs, parce que c'est là qu'il y a aussi un problème, c'est-à-dire l'enfermement dans la couleur quelque part, d'enfermement dans l'origine. Ça, c'est un vrai problème actuel aujourd'hui. Mais l'argent, oui aussi,
je parlais d'Haïti. Si on aidait Haïti vraiment financièrement à retrouver son équilibre et d'une certaine façon son économie et en fait son fonctionnement social, ce serait une bonne chose. Et ça, on a besoin d'argent, un argent qui a beaucoup servi à la France, puisque les banquiers pouvaient puiser directement dans le trésor haïtien. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, la City à Londres reconnaît avoir énormément bénéficié de la traite transatlantique. Le problème, c'est que cette traite transatlantique, comme Marx l'a dit, a été constitutif de ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme. C'est l'esclavage qui a construit le capitalisme d'aujourd'hui. C'est consubstantiel, ouais. Ouais, c'est consubstantiel. Ouais. Et donc, le problème d'aujourd'hui, qui se développe de façon assez terrible, lorsqu'on voit par exemple, à travers notamment la mondialisation, les migrations qui se développent, etc., on voit bien qu'il y a un problème structurel qui est lié à la façon dont nous gérons l'économie mondiale. Et dont les Noirs et aussi toutes les minorités ethniques sont victimes. Et les plus fragilisées victimes. Merci beaucoup Alain Foy. Toussaint l'ouverture, donc, c'est chez Folio Biographie. Jesse Owens aussi, qu'on a mentionné il y a quelques instants. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci également à vous, Slimane, pour cet éclairage concernant donc l'esclavage et le Brésil.